Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi 23 mars. Les combats font rage dans plusieurs régions libyennes où la rébellion est à la peine. Nouvelle frappe au sol cet après-midi des États-Unis contre les troupes de Kadhafi. La contestation se poursuit par ailleurs dans d'autres pays arabes, comme la Syrie notamment. Condamnation de la France aujourd'hui d'une répression sanglante. Les forces de l'ordre syriennes ont ouvert le feu lors de funérailles de manifestants. Nicolas Sarkozy rappelle à l'ordre ses ministres, les invitant à jouer collectif sur la position prise face au Front National. Débat à suivre sur la possible explosion de la droite avec l'UMP qui se divise sur l'attitude à adopter vis-à-vis de l'extrême droite. Roger Karoutchi est déjà sur le plateau. Il pourra débattre tout à l'heure notamment avec le centriste Hervé Moret. L'aviation libyenne n'existe plus comme force de combat, c'est ce qu'assurent les Britanniques, mais sur le terrain, les combats continuent de faire rage. Néanmoins, les forces fidèles au colonel Kadhafi se concentrent notamment sur Ajdabiya, à 160 km au sud de Benghazi, le fief de l'insurrection. Alors que l'OTAN trouve un rôle dans le dispositif, Alain Juppé prédit une opération de courte durée des forces alliées, alors que le colonel Kadhafi, lui, se dit prêt pour la bataille, qu'elle soit longue ou courte. Mounir Soussi. Sur la route d'Ajdabiya, les troupes de Kadhafi continuent à gagner du terrain. L'appui aérien de la coalition avait stoppé l'avancée des forces loyalistes, mais aujourd'hui, les insurgés ont toutes les peines du monde pour conserver leur position. Ils sont proches, juste derrière. Il ne faut pas rester ici. Nous devons nous disperser. Dans le ciel libyen, les opérations se poursuivent. L'armée britannique affirme avoir anéanti l'aviation du colonel Kadhafi. Sur la scène diplomatique, l'arrivée de l'OTAN dans la chaîne de commandement militaire change la donne. Les États-Unis, embourbés en Irak, ont plaidé pour que l'Alliance Atlantique participe à cette intervention. Mais à la demande de la France, l'OTAN n'aura aucun rôle politique. L'OTAN interviendra comme l'outil de planification et de conduite opérationnelle des interventions. Ce n'est pas lui qui exercera le pilotage politique de l'opération. La position française cherche à tout prix à éviter de donner l'image d'une guerre occidentale sur une terre arabe. Mardi prochain, une réunion des pays engagés dans le conflit aura lieu à Londres, un moyen de montrer que les chefs d'État gardent la main sur l'opération. Le ministre de l'Intérieur se dit victime d'une manipulation. Les critiques pleuvent en effet sur Claude Guéant qui a évoqué une croisade contre la Libye, une faute, disent Tanqueur, Martine Aubry, François Hollande ou encore François Bayrou. Une maladresse, reconnaît Alain Juppé. Et il y a un instant, sur Public Sénat, Bernard-Henri Lévy a été très sévère également pour cette formule utilisée par le nouveau ministre de l'Intérieur. Dans un instant, Jean-Louis Dufour, consultant militaire, sera avec nous. En Syrie, les forces de l'ordre ouvrent donc le feu aujourd'hui lors de funérailles de manifestants tués à Deraa, à une centaine de kilomètres de Damas. 3 morts sont à déplorer. Paris demande à la Syrie de renoncer à l'usage excessif de la force. Et puis également à l'étranger, à noter aujourd'hui le regain de tension en Israël. Une femme a en effet trouvé la mort dans un attentat à Jérusalem. Une bombe a explosé près d'un autobus. Il y a au moins une vingtaine de blessés. Et 4 Palestiniens, eux, ont été tués à Gaza hier par des tirs israéliens. Une opération militaire menée alors qu'Israël est la cible de nouveaux tirs de roquettes dans le sud du pays. Le nuage radioactif mais sans danger au-dessus de la France. Aujourd'hui, le point ce soir sur les catastrophes, sur les conséquences de la catastrophe nucléaire au Japon et en France avec Lola Sorrenti. Il flotte au-dessus de nos têtes, mais on ne le voit pas. 12 jours après le séisme nippon, le nuage radioactif en provenance de Fukushima ne présente aucun danger selon les autorités. Les traces de radioactivité sont extrêmement faibles et pour la ministre de l'Environnement Nathalie Kosciusko-Morizet, il n'est pas question de prendre des précautions particulières. Ce matin au Japon, une nouvelle fumée noire s'échappait du réacteur 3 de la centrale. Comme lundi dernier, les rejets particulièrement nocifs ont obligé le personnel à évacuer le site en urgence. Mais c'est le réacteur 2 qui concentre toutes les inquiétudes. Pour la première fois depuis le 11 mars, ce réacteur a atteint son plus haut niveau de radioactivité. Des rejets à l'air libre qui augmentent la crainte de contamination alimentaire, venant se superposer à une crise nucléaire. Dans la préfecture de Fukushima, une dizaine de légumes et le lait cru viennent d'être interdits à la consommation par le gouvernement japonais en raison de taux de radioactivité anormalement élevés.
Les 13 millions d'habitants de la ville de Tokyo ont reçu la consigne de ne plus utiliser l'eau du robinet pour les bébés polluée par l'iode radioactif. Partout ailleurs, les autorités sanitaires ont demandé à renforcer les contrôles afin de limiter au maximum une contamination de la chaîne alimentaire. Levée de bouclier à gauche contre la hausse des tarifs EDF, confirmée par le ministre Éric Besson tout à l'heure. Lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie évoque une légère augmentation cet été. Les Échos évoquaient ce matin une hausse de plus de 30% en 5 ans. Maxime Grémetz a trouvé porte close aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le député apparenté communiste a été exclu jusqu'en mai. Après son esclandre l'autre jour, en pleine réunion sur la crise nucléaire au Japon, Maxime Grémetz saisit en référé le Conseil d'État. L'onde de choc du vote Front National sur la majorité et au gouvernement, je vous le disais dans les titres, Nicolas Sarkozy a donc rappelé à l'ordre ses ministres aujourd'hui. Il leur demande de jouer collectif sur la position adoptée, le fameux Nini. La droite est en train de perdre son âme, accuse Martine Aubry au sujet des hésitations et ambiguïtés sur la stratégie adoptée face au Front National au second tour des cantonales. Réplique de François Fillon. Toujours lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, nous n'avons aucune leçon à recevoir du PS. Reste que d'aucuns, et pas seulement à gauche, prédisent une explosion à droite en raison de 2 lignes qui s'opposent sur la conduite à adopter vis-à-vis de l'extrême droite. Aurélien Romano. C'est un parti majoritaire en pleine crise de nerfs qui aborde dimanche le second tour des élections cantonales. La percée du Front National exacerbe les tensions au sein de l'UMP et le fil se tend entre les différents courants de la famille majoritaire. Pour certains, la ligne jaune est désormais franchie. La stratégie droitière de Nicolas Sarkozy passe de plus en plus mal. Effectivement, une expression à droite de la majorité très forte, très vive. D'abord, c'est une rupture de l'équilibre, parce qu'il y a aussi une aile sociale et progressiste dans la majorité. Surtout, on voit aujourd'hui le résultat. Quand le Front National progresse de 10 points, l'UMP recule de 10 points. Certaines sensibilités sociales ou centristes au sein de l'UMP ont le sentiment de ne plus être entendues. Eh bien, je dois aussi pouvoir exprimer ma sensibilité. Le problème, c'est qu'on puisse se respecter les uns les autres. Je suis bien certaine de ne pas être au centre de gravité aujourd'hui de l'UMP telle qu'elle est positionnée. Pour faire taire les voix discordantes, ce matin, en Conseil des ministres, Nicolas Sarkozy a rappelé le gouvernement à son devoir de solidarité. Cet après-midi, à la tribune de l'Assemblée nationale, François Fillon prenait le relais en tirant à boulet rouge sur les bancs socialistes. Vous vous érigez en professeurs de vertu qui oublient leurs propres faiblesses. Mais mesdames et messieurs les députés du Parti socialiste, les torrents d'insultes que vous déversez chaque jour sur le président de la République et sur la majorité contribuent à créer dans notre pays un climat qui laisse penser que tout est possible dans la République, y compris les votes les plus extrêmes. À 4 jours du second tour du scrutin cantonal, le parti majoritaire joue l'une de ses plus délicates batailles. Alors nous en débattons donc avec nos 3 invités. Roger Carucci, bonsoir. Bonsoir. Conseiller régional UMP d'Île-de-France et secrétaire national de l'UMP. Vous êtes combien à être secrétaire national? Oh, il y en a beaucoup. Des fonctionnaires, des centaines tout de suite. Une quarantaine? Oh bah, l'essentiel, c'est d'être efficace. Bien. Hervé Moret, sénateur centriste de l'Eure, est avec nous également. Bonsoir. Et Olivier Roucan, politologue, professeur à l'Institut supérieur de management public et politique. Bernard-Henri Lévy était donc notre invité sur Public Sénat tout à l'heure à 18h lors de l'émission Preuve par 3. Roger Carucci, à propos du refus par l'UMP, par Nicolas Sarkozy du Front républicain, il disait « c'est suicidaire, il y a une volonté donc de perdre du chef de l'État ». De perdre quoi? La prochaine élection présidentielle. Oh non, le chef de l'État est tout à fait déterminé à ce que l'on soit prêt. Et moi, je suis convaincu, je l'ai déjà dit, qu'il va la gagner, cette élection présidentielle. Moi, je pense que c'est l'inverse, que si nous continuons de faire comme si il ne se passait rien et que nous allions vers le Front républicain, ça donnerait raison à une argumentation du Front National, tous les mêmes, l'UMPS, etc. Franchement... Donc vous reconnaissez la justesse de l'argumentation du Front National? Non, mais non, vous voyez comme vous êtes. Je dis tout simplement, moi par exemple, je suis gaulliste. Sincèrement, si j'avais voulu un accord avec le Front National, en 1998, j'aurais été président du Conseil régional d'Île-de-France, puisque le Front National était prêt à m'apporter ses voix.
J'ai refusé, et c'est la gauche qui a pris le conseil régional. Je suis désolé que ce soit la gauche, puisqu'elle y est encore. Mais c'est comme ça, et ça a été une attitude démocratique. Pour autant, est-ce qu'il faut dire, par exemple, ce que j'entends, comment, mais si vous n'appelez pas au Front républicain, vous risquez le fait qu'il y ait 3-4 élus du Front national comme conseillers généraux. Ce qui, sincèrement, me désolerait. J'espère bien qu'il n'y en aura aucun dimanche prochain. Mais c'est ce qu'on nous dit comme risque. Et moi, je réponds au Parti socialiste. Non, mais attendez. On vous place beaucoup sur le terrain de la morale. Mais oui, surtout. mais ça sert quand on veut nous casser les pieds. Mais en vérité, le Parti socialiste, qui par exemple veut la proportionnelle, si on écoute le Parti socialiste, si on regarde les résultats, s'il y avait le Parti socialiste au pouvoir, eh bien l'année prochaine, il y aurait 80 députés du Front national. Pour vous, une digue n'a pas sauté. Mais il n'y a aucune digue. Hervé Moret, est-ce votre avis? Aucune digue. Écoutez, déjà, j'aime pas beaucoup être amené à commenter un match alors qu'on est à la mi-temps. Parce que les élections cantonales ne sont pas terminées. Et je suis prêt à venir en parler peut-être beaucoup plus librement la semaine prochaine. Là, on est à la mi-temps, c'est pas évident. On parle d'une décision qui se prend entre les deux tours. Simplement, pour ce qui est de notre position sur ce qui se passe entre les deux tours, c'est très clair que pour les centristes, je ne vous apprendrai rien en disant qu'il n'est pas question d'apporter nos voix au Front National et qu'il faut faire barrage au Front National. Ça, c'est quelque chose. Roger Karoutchi, il a envie de dire absolument qu'il va bien qu'il mettrait éventuellement un bulletin socialiste dans l'urne, oui ou non? Je mettrais d'autant moins que mon canton n'est pas renouvelable. Mais si c'était le cas. Non, moi je suis pas, je n'ai pas donné d'instruction de ce genre. Je dis tout de suite. Non, n'essayez pas, vous n'y arriverez pas. Votre attitude. Attendez que je parle. Bon, mais éventuellement, vous aussi me laissez terminer. Oui, bien sûr. Il ne veut pas nous le dire. Alors prenez, et vous ne voulez pas le dire. Hervé Moret. Non, donc très clairement, je considère qu'il faut faire obstacle au Front National. C'est quelque chose de tout à fait évident. Pour être très franc, j'aime pas beaucoup l'expression Front républicain. Pour une raison très simple, c'est qu'en politique, je trouve il y a beaucoup de formules et on ne sait pas toujours ce qu'on met derrière. Je considère également que au sein de la gauche, il y a des gens qui sont très bien, qui sont très fréquentables, et que dans certains cas, je prends un exemple, dans les Bouches-du-Rhône, on voit très bien qu'un certain nombre d'élus de tous horizons ont du mal à voter pour le Parti socialiste parce qu'il y a des affaires de corruption. C'est le cas que met beaucoup en avant, effectivement, l'UMP, Monsieur Guérini. Monsieur Guérini, manifestement, il n'y aura pas de vote UMP pour lui. Laissez-moi terminer. Donc, moi, je suis prêt, pour être très clair, à voter pour un socialiste, dès lors que c'est quelqu'un de compétent, de raisonnable et d'honnête. Maintenant, j'observe qu'à gauche, il y a aussi des gens qui n'ont pas encore compris que le mur de Berlin était tombé, qu'il y a aussi, dans certains cas, des extrémistes de gauche. Moi, je suis désolé, dans mon canton, j'ai un candidat du Front de gauche qui disait qu'il fallait me faire rendre gorge. Bon, donc faire front commun avec des gens comme ça, j'avoue que j'aurais du mal à voter pour tout candidat de gauche. Donc après, c'est pour ça qu'il faut être très pragmatique, très clairement non au Front National. Dans certains cas, je voterai sans aucun problème pour un candidat socialiste. Dans d'autres, j'avoue que personnellement, je m'orienterai plutôt vers un vote blanc. Hervé Moret, est-ce que les ambiguïtés de l'UMP sur le sujet, une certaine confusion, Roger Karoutchi, donnent l'occasion aux centristes de se démarquer un peu plus? Est-ce que c'est une opportunité pour vous? Au sein de l'UMP, qui pour moi est dans la droite ligne du RPR, il y a toujours eu plusieurs tendances. Il y a eu des gens qui, à une époque, ont été tentés de faire des alliances avec le Front National, certes pour certains, pas pour la majorité. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui, sans le dire, ont encore cette tentation. Il y a eu des déclarations qui ont choqué tout le monde de la part d'une députée il n'y a pas très longtemps. Voilà, je crois que dans la famille RPR, il y a des gens qui se sentent pas très loin du Front National et puis d'autres qui, au contraire, sont très proches du centre par rapport à ce refus clair et net du Front National. Une partie pas très loin du Front National qui pourrait faire scission un jour. Il pourrait y avoir une division, voyez-vous. Je ne pense pas que ça ira jusque-là. Mais il y a des tendances diverses au sein du RPR. Roger Karoutchi, j'ai une question à vous poser. Non, attendez, quand même, parce que je suis très admiratif, moi, devant les commentaires médiatiques. Est-ce qu'il y a, nous avons, entre les parlementaires nationaux et les parlementaires européens, nous avons 500 sénateurs, députés européens, députés nationaux, qui sont à l'UMP. Est-ce qu'il y en a un seul qui a appelé à voter pour le Front National? Parce que vous dites, est-ce que ça va exploser, etc. Mais tout le monde est d'accord. Moi, dans ce qu'a dit Hervé Moret, moi, je vais vous dire, mais dans ce qu'a dit Hervé Moret, moi je ne retranche rien. C'est-à-dire, c'est non au Front National, et pour le reste, c'est du cas par cas. Moi, j'ai pas envie de voter pour un communiste, j'ai pas envie de voter pour certains fronts de gauche, je n'aurais pas envie de voter socialiste à Marseille. Pour autant, je vais pas voter Front National, mais je peux voter blanc. Donc, on est d'accord, là, je parle de l'élection précise, qui est l'élection cantonale. L'élection présidentielle, c'est une autre affaire. Alors, Roger Karoutchi, vous avez rappelé, effectivement,
que vous êtes un gaulliste, ce sont vos racines. Un vrai. Hein, un vrai. Ben justement, justement, vous avez sans doute lu la tribune de Frédéric Salabarou dans Le Figaro ce matin, l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac, qui dit que pour les gaullistes, le Front républicain s'impose, car sinon cela nous mène au déshonneur et à la défaite. Écoutez, peut-être que je peux ne pas être d'accord avec M. Salabarou. Il le dit au nom des valeurs du gaullisme, oui, mais qui a toujours été l'adversaire de l'extrême droite. Sincèrement, là, c'est pas une différence d'analyse, et c'est pour ça que quand vous essayez de penser ou de dire qu'il va y avoir explosion de l'UMP, rassurez-vous, l'UMP va surmonter tout ça très bien, et après le deuxième tour, on en tirera les conséquences sur les besoins quotidiens, etc. Mais on verra, ça c'est autre chose. Mais sur le fond, M. Salabarou a le droit de penser ça. Il y en a certains à l'UMP qui le pensent. Moi, je dis seulement, attention, c'est pas une attitude différente par rapport au Front National, c'est quel est le meilleur moyen de contenir la poussée du Front National. C'est pas donner le sentiment que nous sommes tous pareils, tous identiques, gauche-droite. Voilà. Allez, un mot quand même, le politologue nous a rejoint, Olivier Roucan, bonsoir. Est-ce que vous voyez à l'avenir se dessiner éventuellement une nouvelle page dans l'histoire des droites, s'il y a une évolution du Front National un petit peu à l'italienne? Oui, certains l'imaginent déjà à l'UMP. Vous le savez, Roger Carucci. Oui, c'est une évolution possible, mais de là à dire qu'elle est nécessaire et probable dans l'immédiat, ce serait beaucoup s'avancer. Il est clair que Marine Le Pen lisse un peu l'image du Front National. Il est clair qu'elle commence à s'ancrer dans l'ouest du pays, ce qui est nouveau. On est sur une élection avec beaucoup d'abstention, beaucoup d'abstentionnistes de droite. Donc, tirer des conclusions, notamment par rapport à la perspective de la présidentielle est vraiment prématurée. Oui. Bon, ensuite, le jeu des partis. On a une UMP qui est bien structurée et on a déjà vu, c'est de la vieille histoire cette affaire. Hein, on a vu déjà dans l'histoire des droites le Front National perturber à des moments donnés le jeu des droites classiques. Pour autant, on est dans des jeux de fission, fusion et on voit là que l'UMP est installé quand même comme grand parti de gouvernement majoritaire. Ah bon, oui. Certains prédisent la fin aussi de l'UMP sous sa forme actuelle. Pas oui, vous, écoutez, dans votre analyse. Il faut rester prudent. Moi, je suis prudent. Bien sûr. On avait entendu ça, pardon de vous le dire. En 1998, j'ai des souvenirs, on nous a dit c'est la fin du RPR parce que certains ont accepté l'alliance ou l'accord avec le Front National pour prendre certaines régions. Regardez, 13 ans après, ma foi, on a gagné les présidentielles de 2002, on a gagné celles de 2007. Vous savez, il faut rester calme et serein. Restons calmes tous et sereins autour de cette table. Évidemment, néanmoins, quand même, vous avez peut-être été sensibles l'un et l'autre différemment. Je ne sais pas, à la petite musique qu'a fait entendre François Fillon sur cette question, car lui s'est prononcé clairement pour un vote contre le Front National. Hervé Moret, est-ce que vous avez été séduit là par la parole du Premier ministre qui a dû un peu la corriger sous la pression, quelques heures plus tard? Il y a Roger Carucci sourit. Écoutez, je me suis senti tout à fait en phase avec ce qu'a dit le Premier ministre sur ce point, c'est clair. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'on observe quand même une UMP qui depuis des mois se droitise. Et c'est pas seulement par rapport au vote Front National, c'est par rapport à des positions qui sont de plus en plus à droite. Et en voulant en fait rattraper ou plutôt séduire des électeurs du Front National, moi j'ai le sentiment qu'on légitime plutôt le Front National. Et on a un gouvernement donc qui, en se droitisant de plus en plus, aussi bien dans ses positions que dans sa composition, parce qu'aujourd'hui le centre est quasiment exclu du gouvernement, finalement le gouvernement n'a pas le résultat qu'il escomptait. Et je pense que on en reparlera la semaine prochaine si vous m'invitez, comme je vous l'ai dit, je serai encore plus libre pour en parler. J'ai le sentiment. Alors J'ai le sentiment que si le président de la République, j'ai le sentiment que si le président de la République, le gouvernement et l'UMP ne redressent pas un petit peu la barre et ne se recentrent pas, c'est clair qu'on ira à l'échec en 2012. On a compris, Hervé Moret. Vous serez plus sévère avec l'UMP la semaine prochaine et avec le chef de l'État. Je n'aime pas commenter. Un match à la mi-temps. Parce que la situation ne va pas se retourner dans les urnes dimanche. On verra dimanche comment ça se passe. Mais s'il devait s'avérer qu'on ait cette abstention qu'on n'a jamais atteint pour une élection cantonale, que l'on a peut-être pour la première fois des conseillers généraux du Front National, et que l'on a encore un recul de la majorité par rapport à 2004, qui était déjà une vague rose, je crois qu'il serait grand temps à ce moment-là que le président de la République et le gouvernement en tirent les conséquences. Sans ça, ce serait dramatique pour 2012. Avec un changement, une inflexion politique, c'est ce que vous nous direz. Pour 2012. Parce qu'on fait fuir l'électorat centriste et on n'attire pas l'électorat de droite, donc il y a un vrai problème. Olivier Roucan, je reviens sur ce que vous disiez il y a un instant. Vous dites que l'UMP a réussi à structurer la vie politique, enfin, dans tous les cas, le courant majoritaire, mais quand même.
ce parti a subi une déroute dimanche dernier. Il a subi une déroute, mais encore une fois, avec une partie importante de son électorat qui ira voter à la présidentielle, qui s'abstient. Hein, donc ça, c'est le jeu des élections intermédiaires, c'est toujours un peu la même musique, ça aussi. On n'a jamais eu une telle abstention. Là, une abstention très importante, mais... ça veut dire quelque chose quand même. Dans tous les ça sens. veut dire quelque chose, Dans tous les sens. Quand mais vous regardez le les Parti résultats, socialiste... je suis désolé, tous les camps ont perdu des voix. Il y a beaucoup plus d'abstention, c'est vrai, mais tous les camps ont perdu des voix, gauche et droite. Donc moi, je veux bien, mais bon, alors il y a un problème. Mais le problème, d'ailleurs, ne se résoudra pas en stigmatisant ou en diabolisant, je l'entends sur certains médias, je trouve que c'est excessif, les électeurs qui ont voté Front National. Moi, je serais plutôt tenté de dire, voyons pourquoi ils ont voté, ramenons-les au bercail en nous expliquant, en voyant les choses. Parce que ça sert à rien de dire ils comprenaient rien et tout. Ça, c'est franchement, c'est pas. D'ailleurs, c'est pas républicain du tout de dire ça. Un électeur vaut un électeur d'où qu'il vienne. Mais nous avons un vrai travail d'explication, de résultats à obtenir et à être sur les sujets sociaux, parce qu'à mon sens, c'est sur l'emploi, c'est sur le pouvoir d'achat, c'est sur le mal-vivre que les gens nous jugeront en 2012. Et c'est là que se fera et doit se faire la campagne du président Sarkozy. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat qui en annonce bien d'autres similaires, évidemment, après ce fameux second tour des cantonales. Hein. Merci, la semaine prochaine. Et même moi, Merci. je reviendrai, même si c'est pour dire du bien de l'UMP. Très bien, vous serez conviés. On verra ça la semaine prochaine. Roger Karoutchi, Hervé Moret, merci à vous. Dernière page du 19h, la Libye. Bernard-Henri Lévy était donc l'invité tout à l'heure de Preuve par 3. Il nous a dit qu'il était comme Alain Juppé, convaincu que la guerre des Alliés serait courte. Il n'imagine pas un enlisement et encore moins une obligation de négocier. Allez savoir avec Kadhafi, dont il faut rappeler que la résolution 1973 de l'ONU ne dit mot. On écoute BHL. Celui qui a déclaré la guerre, c'est pas Sarkozy ou Cameron, c'est Kadhafi. C'est Kadhafi qui fait la guerre. C'est Kadhafi qui fait la guerre à son peuple, c'est Kadhafi qui fait la guerre à la communauté internationale. Cette opération d'aujourd'hui, c'est une opération pour arrêter la guerre de Kadhafi. C'est ça l'objectif. Alors après, le reste, tous les moyens sont bons. Est-ce qu'il faut qu'il s'en aille chez Chavez? Est-ce qu'il faut qu'il se suicide dans son bunker? Est-ce qu'il faut... je ne sais pas. Est-ce qu'on peut négocier avec lui? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est le type même de personnage qui utiliserait la négociation comme une arme contre les gens qu'il a en face de lui. Voilà. Jean-Louis Dufour, bonsoir. Vous êtes consultant militaire, vous êtes professeur à Saint-Cyr. On s'interroge beaucoup, évidemment, sur la situation actuelle, d'abord, avec des frappes aériennes renouvelées. Est-ce qu'une guerre peut se gagner uniquement avec des frappes aériennes, alors qu'on voit aujourd'hui les insurgés à la peine face à l'offensive continue et au coup de canon des forces libyennes? Les armées de terre de tous les pays prétendent que ce n'est pas possible. Ça n'est en principe pas possible parce qu'il faut quand même tenir le terrain, mais il y a à l'exception du Kosovo où Milosevic avait cédé. Ceci dit, Kadhafi et Milosevic sont deux personnes différentes et il est bien possible que Kadhafi ne cède pas. Est-ce que vous imaginez une guerre courte, comme le dit le ministre français des Affaires étrangères? Choisi. C'est pas tout à fait une guerre, et puis parce que ça ne peut pas... On arrive maintenant à la limite de l'efficacité, de la rentabilité des frappes aériennes, puisqu'il n'y a plus rien à frapper. Ou alors on commencerait à frapper au milieu des populations pour détruire les derniers objectifs qui se trouvent à l'intérieur des villes, c'est-à-dire un certain nombre de radars, un certain nombre Alors c'est paradoxal, il n'y a plus rien à frapper et la guerre se poursuit au sol. Alors elle se poursuit au sol parce que c'est une guerre civile d'abord, oui, et c'est ça, on prend le rôle, mais pour ce qui nous concerne, et pour l'intervention européenne, cette guerre civile est presque annexe, si j'ose dire, bien que ce soit la raison de l'intervention. Mais cette intervention, elle se termine. Elle vient en soutien quand même à cette Elle vient en soutien. guerre Alors que peut-elle faire maintenant? Les frappes, c'est fini. D'abord, le rendement est décroissant, il n'y a plus d'objectif, donc on va arrêter de frapper. En revanche, maintenir une surveillance aérienne constante, essayer d'être prêt à frapper si par hasard les chars de Kadhafi sortent des villes pour aller faire quelque chose, à ce moment-là, c'est utile. Alors, mais si les frappes s'arrêtent, qu'est-ce qu'on fait après? On surveille. C'est tout? Il n'y a plus grand-chose à faire, oui. Mais si, peut-être, je ne sais pas, armer les insurgés. Ah, c'est autre chose, mais déjà les Égyptiens ont fait ça depuis un mois et c'est en cours, avec un entraînement fait par des officiers égyptiens sur le côté de la frontière. Est-ce que vous voyez des dangers poindre à l'horizon?
Alors le danger d'enlisement dont on parlait tout à l'heure, non, parce qu'on ne peut pas être enlisé quand on n'est pas présent. Il est quand même facile de démonter une opération aérienne quand personne ne se trouve sur le terrain. Comment est-ce que vous évaluez les capacités de chef militaire de Kadhafi aujourd'hui? Parce que on sent que dans les capitales occidentales que l'on mise sur des défections dans son entourage. Est-ce que c'est la solution? C'est très difficile à dire. Ce qui est probable, qui est certain, c'est que Kadhafi, quels que soient les bombardements, a encore tous les moyens d'assassiner les gens qui sont en face de lui. La force militaire que peuvent opposer les rebelles est quelque chose de presque risible si le sujet était comique. Il n'y a pas de moyens. Autrement dit, quel que soit le niveau des unités de Kadhafi qui n'est pas très brillant, Kadhafi peut tout faire et peut tout empêcher. Votre avis sur la querelle de ces dernières heures entre la France et ses alliés sur le rôle de l'OTAN dans cette affaire? C'est une querelle à laquelle il a bien fallu se soumettre puisque un certain nombre de pays ne voulaient pas entendre parler d'une direction des opérations qui aurait été faite par la France. Ceci dit, à partir du moment où il y a un porte-avions, où il y a la Meuse qui peut servir de PC naval pour orienter et diriger quelques survols, la surveillance aérienne, il n'y avait pas besoin de l'OTAN pour ça. Bon, mais elle aura quand même un rôle opérationnel, même si ce n'est pas elle qui pourra revendiquer le pilotage politique de l'opération. Vous pensez que c'est un signe important qu'il ne fallait pas envoyer, en tous les cas, aux pays arabes? Le compromis est acceptable si les Arabes y consentent, et ben tant pis, et puis ça n'a pas beaucoup d'importance finalement. L'important, c'est de continuer à surveiller, d'être prêt à frapper, de maintenir une menace contre les éléments de Kadhafi s'ils ressortent de leur ville. Mais pour l'instant, ils ne sont pas fous, ils y restent en ville. Et là, ils sont compte un rôle psychologique également sur l'ennemi. Oui, mais il faut encore qu'il y ait encore des frappes. Mais il y a bien sûr un rôle psychologique. Mais le rôle psychologique, c'était surtout l'aviation de Kadhafi, c'est-à-dire quelques avions qui volaient un peu au hasard, qui larguaient un peu au hasard une ou deux bombes et qui n'avaient aucun guidage au sol pour que ce soit précis. Donc ça, c'était psychologique et ça faisait très peur aux populations, ce qui peut se comprendre. D'après vos informations, quelle est l'implication réelle de la France? On connaît le nombre d'appareils qui ont été mobilisés, on nous donne le nombre de vols d'ailleurs qui sont opérés. Peut-être moins le nombre de bombes ou de missiles qui sont largués. Mais il y a eu des frappes le premier jour. Et là, ça a été spectaculaire. Les comptes rendus de la presse, y compris du New York Times, ont décrit de façon très précise les dégâts que ces attaques avaient provoqués, ce qui montre d'ailleurs la compétence. Mais depuis, il n'y a pas grand-chose. Depuis, il n'y a pas grand-chose. Je crois pas. Alors, à quoi se résume cette opération pour la France? D'abord, d'avoir empêché le massacre à Benghazi, ce n'était pas rien. Bien et sûr, ensuite, de continuer, puisqu'il y a encore quelque chose à continuer, puisque la permanence de la surveillance et la capacité de frapper si besoin subsiste grâce à la présence française. Parce que si on enlève la France, il n'y aura plus rien. Jean-Louis Dufour, merci pour ces précisions apportées ce soir sur cette opération militaire qui se poursuit donc avec de nouveaux tirs, de nouvelles frappes américaines aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. À 22 h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. Tout de suite sur LCP, Assemblée nationale, question d'info. Bonsoir à tous. Le Conseil général a un rôle majeur en matière d'action sociale. Cela représente environ 60% des budgets départementaux. Les conseils généraux gèrent l'attribution du RSA, revenu de solidarité active, et de l'APA, allocation personnalisée d'autonomie. Le Conseil général assure l'aménagement et l'entretien des routes départementales. Le transport scolaire relève également de sa compétence, la construction et l'entretien des collèges aussi. Le Conseil général intervient dans l'aide aux communes, il finance les équipements communaux des mairies, gendarmeries, services d'incendie et de secours. Le département participe aussi au financement des entreprises. Enfin, le Conseil général a une mission de protection de l'environnement. Il veille à la préservation des espaces verts, à la gestion de l'eau et des déchets. Dimanche, les chaînes parlementaires vous proposent 2 soirées spéciales pour suivre en direct les résultats des élections cantonales. Reportages, analyses, débats.
2 soirées présentées par Myriam Ankawa et Michael Zamès. Les résultats des cantonales, c'est dimanche dès 19h50 sur les chaînes parlementaires. As-tu déjà volé en attaquant les gens? La délinquance est-elle une maladie que l'on peut dépister chez les jeunes enfants? C'est une maladie du cerveau. C'est un cerveau qui ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce qui fait que nous rendons compte des souffrances psychiques des enfants et des adolescents sans tenir compte du contexte social? De la petite poubelle de la classe, ça va être la grande poubelle à l'entrée de l'immeuble. Il n'y a pas si longtemps, le vol, l'agressivité, faisait partie du développement normal d'un enfant et d'un adolescent. Un enfant qui a un comportement qui montre qu'il est perturbé, c'est tout simplement un enfant qui est en état de souffrance, et donc un enfant qu'il faut aider. L'enfance se contrôle. Samedi à 22h sur Public Sénat.